À la une de votre journal, reprise de l'opération d'enrôlement biométrique suspendue pour cause de Covid-19. Plus de 50 000 nouveaux électeurs sont attendus dans la sous-zone de Dori où le processus est lancé ce jour par le président de la CENI. Sur le déroulement de l'opération, nous suivons les détails dès le début de ce journal. Des caniveaux remplis de déchets solides et qui ne répondent plus souvent à leur fonction première de drainage des eaux, notamment celle des pluies. Le constat est récurrent à Ouagadougou. En entendant le curage par les mairies, c'est toute la population qui est interpellée par les images que nous voyons. Et en culture, l'on vous dévoile un pan de l'histoire des forgerons chez les Yatsé, celle du règne de la femme Napoko. Qui est Napoko? Comment est-elle désignée? Élément de réponse dans ce journal. Et puis des manifestations contre le racisme ont encore rythmé cette journée aux États-Unis et dans de nombreux autres pays. Une large mobilisation qui fait suite à la mort d'un noir américain lors d'une opération d'interpellation de la police. Actualité à suivre en fin d'édition. Et puis notre invité du dimanche, c'est M. Arjuma Zombré. Il est le directeur des services techniques et municipaux de la commune de Ouagadougou. Avec lui, nous évoquerons les questions d'assainissement et d'hygiène et puis les risques d'inondation en ce début de la saison des pluies. Bonsoir M. Zombré. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette édition de l'actualité sur la télévision du Burkina. Le foyer de la maladie à coronavirus éteint dans le Sahel. L'opération de révision du fichier électoral peut se poursuivre dans cette partie du Burkina Faso. Plus de 50 000 nouveaux électeurs sont attendus dans la sous-zone de Dori où le président de la Commission électorale nationale indépendante lance ce jour l'opération d'enrôlement biométrique. Sur le déroulement du processus, nous suivons le compte-rendu de Bouré Makane et Pini Dienyanou. Le président de la commission électorale indépendante CENI est à Dori. Opérateur de kit d'un jour, Newton Ahmed Bari délivre la première carte électorale de la sous-zone au premier responsable de la région du Sahel. L'optimisme commence aujourd'hui par l'inscription de tout un chacun, de toute une chacune, pour avoir sa carte électorale. Les échéances sont en train d'arriver. Nous allons relever ce défi-là. Nous n'avons pas d'autre choix que de les relever. Questions sécuritaires obligent, sur 89 sites d'enrôlement, seuls 8 seront ouverts pour cette révision du fichier électoral dans le Sénat, dont 51 000 nouveaux électeurs sont attendus. Dans le Sahel, sur les 4 provinces, on ne peut aller que dans une seule province. Mais nous avons bon espoir, en raison des informations qui nous disent que la situation s'améliore, que d'ici le 23 juin, nous serons en mesure de revenir et de partir non seulement dans les emplacements au niveau du Sénat où nous ne sommes pas partis, parce qu'au Sénat aussi, on ne va qu'à Dori, et à Dori, sur les 89 emplacements, on ne peut aller que dans 8. À Setanga, sur les 60 et quelques, on ne peut aller que dans 6. Nous allons revenir et partir dans l'ensemble de ces emplacements et dans les 3 autres provinces où nous n'avons pas pu aller. Pour les représentants des formations politiques du Sénat, leur souhait, c'est d'étendre les opérations sur l'ensemble de la province du Sénat. Il se trouve que Dori compte 78 villages. Et si vous prenez de Bani à Dori, il y a des villages quand même où il n'y a aucun problème. Je prends le cas de Bamga, il n'y a aucun problème. Bon, nous, on ne comprenait pas pourquoi la révision ne devait pas avoir lieu à Sampelga, Falaguntu et Setanga. Les conditions restent encore à compléter, dans la mesure où ce n'est pas tous les villages de la province qui sont concernés. Mais on se réjouit d'ailleurs que par rapport au manque à gagner, que le président de la CENI dans ses propos tout à l'heure a rassuré que pour le 23 juin, ils seront là pour pouvoir faire la révision de la liste électorale dans les sites qu'ils n'ont pas pu faire pour cette fois-ci. Le lancement des débits des enrôlements biométriques ce 7 juin à Dori concerne cette province de la région du Sahel, du Nord et de l'Oubri-Tenga qui constitue la sous-zone, voix du président de la CENI, Newton Ahmed Bari.
Et dans l'actualité des partis politiques, il y a cette conférence animée par l'Alliance des partis politiques de la majorité présidentielle à Waïgouya. L'APMP donne son point de vue sur les préoccupations du peuple burkinabé selon le thème de la conférence, un thème développé en présence de Issoufou Kabouré et Abdoul Rasmane Zongo. Waïgouya, à son tour, ville hôte ce 6 juin de l'Alliance des partis politiques de la majorité présidentielle APMP. Cette alliance présidentielle progresse dans l'animation de ses activités annuelles, en l'occurrence dans la tenue de sa série de conférences. La thématique centrale est, je cite, le point de vue de la majorité sur les préoccupations de notre peuple. Un vaste sujet subdivisé en 4 points et exposé en détail. Le Covid-19 et la votation couplée de novembre 2020. C'est le lieu pour nous d'inviter toutes les populations à se faire enrôler massivement, à se tenir prêtes pour qu'ensemble nous accordions un second mandat aux candidats de la majorité présidentielle. L'APMP est reconnaissante pour les efforts déployés pour contenir cette pandémie dans notre pays. Nous ne devons pas baisser la garde. Le respect des mesures barrières et le port obligatoire des masques doivent demeurer nos réflexes au quotidien. L'insécurité et la cohésion sociale se sont aussi imposées dans la déclaration liminaire. L'APMP souhaite vivement que notre peuple continue de faire usage de toutes nos valeurs sociales, ancestrales, qui ont su garantir la cohésion sociale telle que la parenté à plaisanterie. S'agissant de l'insécurité due au terrorisme, nous assistons ça et là à des tueries barbares et lâches, à des vols de bétail, au pillage des pauvres populations, à des oppositions intercommunautaires. Le débat interactif qui s'en est suivi avec les journalistes a également précédé un geste de solidarité de la part de l'APMP, notamment une remise de vivres, 50 tonnes de riz et du maïs, y compris de l'huile, destinés aux déplacés internes de la province du Loroum et du Yatinga. Et ce n'est pas tout. Du matériel de protection contre le coronavirus, du gel hydroalcoolique, des lave-mains, des cache-nez, a cette fois-ci été offert au comité régional de riposte contre la maladie dans la région du Nord. Et il faudra aussi compter avec le Front commun pour le développement qui signe son entrée dans le paysage politique national. Parti politique d'obédience social-démocrate, le FCD se donne la particularité d'être dirigé par des jeunes en majorité. La première sortie médiatique du tout nouveau parti nous est relatée par Souleymane Sanou et Sébastien Zongo. Le président du Front commun pour le développement présente son parti comme un mouvement d'éveil de conscience, une force de proposition et de pression, mais qui accepte des compromis dans le seul intérêt du peuple burkinabé. Il revendique la particularité d'être composé et dirigé en majorité par des jeunes, soutenus par des anciens expérimentés en vie sociale et en politique. Il y a ceux qui sont là, ils peuvent l'attester. C'est chez moi quand on avait des élèves qui étaient élus conseillers municipaux. C'est depuis ce temps qu'on a commencé à former les gens. Maintenant, on veut que ce soit étendu sur l'échiquier national. Le FCD s'inscrit dans l'idéologie social-démocrate, mais n'a pas encore de penchant entre la mouvance présidentielle et l'opposition politique. Nous venons de créer notre parti politique. Certainement que nous allons tendre vers, en tout cas, soit de la mouvance, c'est-à-dire la majorité, ou bien de l'opposition. Si les échéances électorales à venir se confirment pour novembre prochain, le FCD se dit prêt à y participer. Au congrès extraordinaire, nous allons désigner un candidat, que ce soit au sein du parti, ou au niveau de l'opposition, ou bien de la mouvance, nous allons en tout cas vous faire signer et vous serez là. Cette conférence de presse est la première activité de ce nouveau parti politique dont l'existence légale date du 26 mai 2020.
Place à présent à notre grand format du dimanche. La capitale burkinabé enregistre ce jour l'une de ses plus grosses pluies des saisons des pluies. Et l'on pense déjà à la problématique d'évacuation des eaux pluviales pour éviter les inondations. On pense alors aux caniveaux qui sont obstrués pour la plupart. En attendant les opérations de curage par les mairies, voici l'état des lieux des caniveaux dans la capitale burkinabé avec Ali Doubadini et Vincent Kendrebego. Ouagadougou est-il prêt à recevoir les premières grandes pluies de la saison? Constat dans les caniveaux d'évacuation des eaux pluviales. En attendant les fortes pluies, les caniveaux sont ouverts à différents types de déchets. Ici, en bordure de l'avenue Kwame Nkrumah, des assiettes jetables, beaucoup utilisées dans les restaurants par ces temps de coronavirus, sont abandonnées, formant un bouchon. Certains déchets finissent dans les grands canaux, comme c'est le cas ici à Koulouba, ou encore là, vers la cité Antroa. Selon le responsable à l'assainissement de Ouagadougou, la commune s'est mise à la tâche pour vider ces caniveaux. Nous sommes déjà sur pied. Vous allez remarquer que cette semaine qui est en train de s'écouler, nous sommes sur deux axes. Il y a à Kalgondin, vers Raïmo, on a une équipe qui est là-bas. Il y a à Samandin et précisément vers le marché de cycle, des grands caniveaux. Et si vous partez, vous allez vous rendre compte du travail qui est fait. C'est des grands caniveaux qui sont complètement bouchés. La tâche ne sera donc pas facile, toujours compliquée par certains comportements pas citoyens, obligeant les éboueurs à un perpétuel recommencement. Là, à l'Arlé, les branchages et autres objets plastiques se disputent le fond des caniveaux. Déposer leurs ordures en bordure des canaux d'évacuation des eaux pluviales est désormais entré dans les habitudes de certains citoyens. C'est encore l'incivisme, la mauvaise exploitation de ces caniveaux en les transformant en des dépotoirs. Et par les riverains et par ceux-mêmes qui sont loin, qui pensent qu'à chaque pluie, il faut balancer les choses dans les caniveaux pour que ça draine aller vers l'exutoire. C'est ça. Ceux-mêmes qui sont à côté, au bord de ces caniveaux, personne n'a une poubelle en bonne et due forme et abonné à un GUE, le groupement d'intérêt économique, pour faire enlever ces déchets. Jusqu'ici, la capitale n'a pas encore enregistré une grosse pluie pour juger de la capacité des différentes canalisations à évacuer les eaux, évitant ainsi les inondations. Mais de fortes pluies, la météo en a prévu cette année et beaucoup de caniveaux sont en attente de curage. Et à cela s'ajoute l'hygiène et l'assainissement dans la capitale burkinabé. Ouagadougou, jadis ville propre, est-elle en train de perdre son lustre d'antan? C'est en tout cas le constat qui se dégage lorsque l'on fait le tour de quelques artères de la ville. Images et sons signés Amado Ilboudo, ici à Kanana. Des lignes de démarcation complètement recouvertes de terre. Nous sommes sur l'axe Ouagadougou-Saponé, une voie insalubre au grand désarroi des riverains. Les femmes qui balaient la route n'arrivent pas ici. Nous demandons aux autorités de nous aider. Souvent, ce sont les usagers de la route qui jettent les sachets et ça ne nous plaît pas du tout. Ailleurs, on a recruté des femmes pour le nettoyage des routes, mais ici, ce n'est pas le cas. Si on nous recrutait même, nous allons rendre cette route très propre. Ici, sur l'axe Ouagadougou-Po, c'est une voirie à moitié engloutie par le sable. Là également, pas un seul coup de balai depuis des années, selon les riverains. C'est seulement si je dis que j'ai vu une femme, cette voie-là, la voie de Combistri, là, que je vois qu'il y a des femmes qui balient. Non, je n'ai jamais rencontré. Voilà, parce que je dis ça, j'emprunte toujours la voie là, à 5h30, à 6h, je suis sur la voie, mais je n'ai jamais vu les femmes de voirie en train de balayer. Depuis que je suis ici, je n'ai jamais vu quelqu'un balayer cette route. La voie dégage beaucoup de poussière et à tout moment, on est allumé. Allez-y voir, de l'échangeur jusqu'à la gare routière, tout est propre. Mais à partir d'ici, c'est la saleté seulement. Une situation qui n'est pas sans conséquence pour de nombreux usagers.
Avec le sable et la terre sur le goudron, ça dérange sincèrement la circulation. Quand tu es derrière un véhicule, tu es obligé de fermer les yeux, toute chose qui crée des accidents. Et face à cela, tous ont le regard tourné vers l'autorité communale. Notre souhait est qu'on nous aide avec des gens qui vont balayer la voie. Cela allait beaucoup nous aider. Ouagadougou, ville propre, avec ses femmes de la Brigade Verte, est aujourd'hui ville méconnaissable pour beaucoup de citadins. Voilà, et pour être complet sur le sujet, nous retrouvons notre invité du dimanche, M. Ardjouma Zombré. Il est le directeur des services techniques et municipaux de la commune de Ouagadougou. Monsieur Zombré, il y a à dire sur ces sujets-là. Alors, la saison des pluies s'installe. Première grosse pluie aujourd'hui à Ouagadougou et déjà les rues sont inondées. Quel est le point que l'on peut faire aujourd'hui des infrastructures d'évacuation? Alors, merci beaucoup de nous donner la parole pour un peu nous exprimer par rapport à ce sujet. Mais permettez-moi de dire d'abord que la croissance urbaine rapide de la ville de Ouagadougou, alors, qui se traduit par un étalement très important, donne des contraintes dans le cadre des aménagements, dans le cadre de la fourniture et des services de base. Mais le programme de mandat 2016-2021 du conseil municipal a, dans sa composante 3, intitulée Environnement urbain, mis un accent particulier sur la gestion des déchets, la gestion des eaux pluviales, la gestion des ressources naturelles, bref, l'amélioration du cadre de vie. Tout ce qui se dit actuellement, c'est une réalité, et je vais aller un à un. Si vous alors, d'accord, vous regardez que par rapport au caniveau, je pense que la chose se dit elle-même. On n'a même pas besoin de faire un commentaire. On a vu ce qui se trouve dans les caniveaux. C'est notre incivisme qui nous donne ça à l'heure actuelle. Et je pense que les sensibilisations ont été faites. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais on poursuit toujours. Et dans ce cadre, justement, la commune actuellement est en train de renforcer le potentiel en caniveau, en système d'assainissement. Et c'est ainsi qu'à travers plusieurs projets, vous allez retrouver à peu près 5 km depuis l'an passé jusqu'à aujourd'hui. Il y a près de 5 km de caniveaux qui sont construits dans la ville de Ouagadougou. Mais on a l'impression qu'il n'y en a toujours pas suffisamment. Mais bien sûr, c'est ça, justement, je vous parlais dès le départ, que c'est encore l'étalement de la ville fait de telle sorte que nous ne ressentons pratiquement pas ce qu'on est en train de faire sur le terrain. Donc, ça a un coût de près de 22 milliards. Nous avons en essence encore près de 90 km encore de caniveaux qui sont encore en instance d'être exécutés. Et il y a des études qui sont en vue d'améliorer aussi l'évacuation des eaux par les canaux, les grands canaux, tels que le marigot de Tanguin. Nous avons le marigot qui se trouve au niveau du poste de péage, du poste de police de Samba. Pour les caniveaux existants, est-ce qu'il n'y a pas un problème de calibrage? Parce qu'on a l'impression que les caniveaux ne sont pas suffisamment larges, suffisamment grands. Ce n'est pas une question. Il y a effectivement un problème de calibrage, le sous-dimensionnement. Il y a certains caniveaux qui sont sous-dimensionnés. Mais en global, au niveau de la ville de Ouagadougou, il y a un manque accru de système d'assainissement. Il y a une insuffisance. C'est ce qui explique cela. Alors qu'aujourd'hui, le problème des caniveaux, vous dites qu'il y aura il y a en prévision de faire d'autres caniveaux pour ajouter à ce qu'on a actuellement. Est-ce qu'il ne faut pas mettre l'accent sur les caniveaux existants déjà? Mais les caniveaux existants déjà, ça c'est l'entretien qu'il faut assurer. Alors, et c'est cet entretien justement que la commune a déployé justement tout ce système pour pouvoir gérer la situation. À travers d'abord, il y a 200 jeunes qui s'occupent spécifiquement des caniveaux pour le curage. Ça, c'est le travail en régie. Maintenant, au niveau des arrondissements, c'est des appels d'offres qui sont lancés pour recruter des entreprises pour pouvoir accompagner. Mais est-ce que ça ne vient pas tard quand on sait que la saison des pluies est déjà là et que dans les images parlent d'elle-même? Mais je vous dirais que ça ne vient pas tard. Nous avons à peu près 700 km de caniveaux à curer. C'est durant toute l'année que les caniveaux se curent. Ce n'est pas seulement en période de pluie que nous curons les caniveaux. À l'heure actuelle, nous sommes actuellement à près de 400 km qui sont curés. Alors, on va parler de l'assainissement. Ouaga la Belle, avec ses rues proprement balayées par la Brigade Verte.
une image qui semble relever du passé, M. Zombré. Comment en est-on arrivé là? Je pense que je suis arrivé ici ce soir, c'est pour dire ce que nous sommes en train de faire, mais pas faire des comparaisons avec des autres. Peut-être que des voix plus avisées pourraient justement faire cette comparaison. D'accord. Ne comparons pas alors. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a l'impression que la brigade verte ne travaille pas? Parce qu'il y a des endroits où les femmes n'arrivent pas, comme les usagers eux-mêmes l'ont souligné. Alors, c'est ce qu'on venait de vous dire. Vous avez, dans un premier temps, l'étalement de la ville. Nous avons la croissance, je venais de vous dire au tout début, c'était justement pour que vous preniez ça en compte. L'accroissement de la population au niveau de la ville de Ouagadougou. Donc, c'est un problème. Et c'est que vous dites que vous voulez faire la comparaison. Non, vous ne voulez pas faire de comparaison, on ne fera pas la comparaison. Si vous regardez l'accroissement de la population actuellement, c'est tout à fait normal. L'aménagement au niveau de la voirie, au niveau de l'assainissement, ne suit pas justement cette explosion de la population au niveau de la ville de Ouagadougou. Donc, voici un certain nombre de problèmes. Quand vous dites... Est-ce que pour résoudre le problème des femmes qui n'arrivent pas à certains endroits, est-ce qu'il ne faut pas recruter d'autres femmes, tout simplement? Je viens, c'est pour vous expliquer. Et quand vous dites, nous avons une brigade verte qui date depuis 1995-2000. Donc, à l'heure actuelle, la brigade est un peu épuisée. Mais l'autorité communale, à l'heure actuelle, est en train de mener une réflexion. Et les conclusions de cette réflexion, c'est pour justement redynamiser justement tout cet ensemble de gestion qui part de la collecte, du transport et du traitement au niveau du CTVD. Il y a une réflexion qui a été menée, mais je pense qu'en temps opportun, les voix plus autorisées que moi pourront justement vous donner la quintessence justement de cette réflexion. D'accord. Monsieur Zombré, est-ce que vous pouvez nous parler de façon succincte de la politique même de la mairie concernant ces aspects-là? Oui, la politique, c'est ça. Je vous disais que la gestion de l'environnement urbain est en bonne position dans le programme de mandat 2016-2021 du conseil municipal. Et à ce titre, je vous ai dit qu'ils ont mis un accent particulier sur ce qui concerne la gestion des déchets, l'assainissement pluvial, et la gestion, la préservation des ressources naturelles. Et déjà, des actions sont en train d'être mises en œuvre. Et nous allons voir justement qu'au niveau du CTVD, vous voyez que nous avons actuellement de nouvelles cellules pour pouvoir... Parce que celles qui étaient là-bas sont actuellement à terme. Nous avons ensuite l'acquisition de moyens de transport. Nous avons des bennes qui ont été acquis, des engins pour le ramassage des déchets. Nous avons dans la ville de Ouagadougou actuellement mis en place un incinérateur biomédical qui n'existait même pas du tout. Alors, donc, voici autant d'actions qu'on a commencé déjà à mener, y compris l'action dont je vous parlais, qu'il y a des réflexions qui ont été menées et que les conclusions vous seront communiquées par des voix plus autorisées que moi en temps opportun. Merci beaucoup, M. Zombré, d'être venu sur notre plateau pour nous parler de Ouagadougou, des problèmes d'assainissement, la politique même de la commune de Ouagadougou concernant ces différents aspects. Merci, M. Zombré. Pour la suite de notre journal, nous mettons le cap sur la boucle du Moun où le ministre en charge de l'élevage effectue une tournée sur les réalisations des promoteurs de l'élevage ayant bénéficié ou souhaitant bénéficier de l'accompagnement du PADELB. Soumanougou Koutou marque un arrêt dans un centre de formation et dans un micro-projet de production et de vente de poussins. Une exploitation piscicole retient également l'attention du ministre et sa délégation. Le résumé de la tournée avec Yves Ramba et Karim Ouedraogo. C'est ici, dans la ferme piscicole de Maxime Zerbo à Nouakui, village situé à quelques encablures de la ville de Dédougou, que la visite commence. Dans ces bassins, plus de 20 tonnes de poissons sont produites chaque année. On a commencé en 2016 et on élève des tilapias et des silures. Nous sommes en alliance. Il y a des transformatrices dans l'alliance. C'est à eux on donne et puis certaines poissonneries de la place, quoi. Et même hors de Dédougou. Maxime Zerbo souhaite donc l'accompagnement du projet PADELB pour améliorer sa production. Après Nouakui, le cap est mis sur le secteur 6 de Dédougou et le village Mundasso,
où le ministre et sa délégation ont visité respectivement une ferme de production de volailles et une école de formation en élevage déjà bénéficiaire du projet PADEL-B. Dans un premier temps, en 2018 déjà, 2019, il y en a qui ont pu avoir déjà des financements pour leurs micro-projets, tels que nous sommes en train de regarder. Et ce matin, nous avons aussi vu une dame qui s'exerce dans la production de poussins d'1 mois. Donc c'est dire que vraiment ce projet est une aubaine. L'appui de l'État et ses partenaires financiers va de 1 à 3 millions de francs CFA pour les micro-projets et 50 à 500 millions de francs CFA pour les alliances productives. Un secteur de l'élevage appelé à rayonner davantage dans la région grâce au soutien financier apporté par le ministre aux acteurs des micro-projets et des alliances productives de la boucle du Moun. C'est toujours le projet d'appui au développement de l'élevage du Burkina qui accompagne les producteurs animaliers. Les détails avec Karim Ouedraogo. Un chèque de plus de 240 millions de francs CFA pour l'Alliance productive aquacole de la boucle du Moun. Cet appui financier de l'État et ses partenaires vise à booster les activités de ces pisciculteurs dans la région à travers le projet PADEL-B. On pourra produire les aliments poissons qui vraiment étaient notre problème, notre souci principal. Voilà, parce qu'on l'importait. Et puis vous savez, en ces temps de corona là, les frontières sont fermées. Les poissons étaient même en train de mourir. Donc à partir de maintenant là, on est sûr et certain qu'on va produire les aliments et qu'on n'aura pas de problème. Le projet qu'on a ici, c'est plus de 400 millions. Le PADEL-B va injecter plus de 200 millions de subventions pour permettre à ces acteurs-là de développer leur business. Donc il faut que les gens se mettent au sérieux dans ce qu'ils ont dit qu'ils veulent faire. En plus de l'Alliance productive aquacole de la boucle du Moun, d'autres micro-projets de la région ont reçu des prêts bancaires avec une subvention du projet PADEL-B à hauteur de 50%. Nous avons en tout 80 alliances productives qui vont voir au-delà de 2 milliards de francs CFA que nous allons injecter en élevage. C'est comme nous avons dit que c'est un secteur qui, depuis longtemps, n'a pas eu accès au financement classique des banques. Avec Coris Bank et la Banque mondiale, nous avons pu voir comment faciliter l'accès au financement des producteurs. Donc, non seulement il y a le prêt qu'ils prennent, et en plus, le projet intervient pour 240 millions pour leur permettre de développer. Et ça, c'est un projet dans le domaine de la pisciculture, depuis la production jusqu'à la commercialisation en passant par la transformation. C'est une des premières dans notre secteur. Lancé en 2018, ce projet va coûter environ 45 milliards de francs CFA à l'État burkinabé et ses partenaires. Et la méthode haute intensité de main-d'œuvre qui fait des prouesses à Tenkodogo. Plusieurs kilomètres de voiries dans la ville et des pistes rurales sont à mettre à l'actif de IMO. Les responsables du programme sectoriel des transports visitent les chantiers et apprécient l'impact économique de la méthode. Le point avec Kaskonsun Koulibaly et Tanga Kafandou. Nous sommes sur l'axe Ouadégou-Tinsoba dans la commune de Garango. 600 femmes réparties en plusieurs équipes sont engagées dans les travaux d'aménagement de la piste rurale long de 4 km par la méthode IMO, la haute intensité de main-d'œuvre. Aujourd'hui, c'est l'équipe de Assanatou Sambade qui est à l'œuvre. La zone, on paie proprement. On donne nous, il n'y a pas de crédit dessus. On a merci vous. Et ce sont ces travaux que la mission du secrétariat permanent du programme sectoriel des transports est venue visiter. Avant l'étape de Garango, la mission était également à Tinkodogo. Et là, ce sont les travaux d'aménagement de 5 km de voirie urbaine et 5 km de canaux d'assainissement construits également par la méthode IMO qui ont été visités. C'est un ensemble d'investissements qui permet donc d'injecter de l'argent dans l'économie locale. Parce que la méthode, c'est la méthode IMO, aussi bien pour les pistes que pour les canaux d'assainissement. Tout ça, ça fait que globalement, quand on regarde dans cet investissement en termes IMO, il y a 300 millions environ qui ont été injectés dans les canaux d'assainissement à Tinkodogo
Et dans les pistes IMO pour les 24 km, nous avons environ 400 millions qui ont été injectés. Donc ça fait environ 700 millions qui sont investis localement et qui contribuent à améliorer les conditions de vie des populations. Côté qualité, comme vous avez pu le voir vous-même, voilà, il y a quand même un suivi rapproché. L'AGETIP a un ingénieur qui est déployé ici. Nous avons aussi un maître d'œuvre qui assure le suivi contrôle des travaux. Nous avons aussi le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics qui assure le contrôle qualité de tous les matériaux qui sont mis en œuvre. Donc en tout cas, côté qualité, nous restons convaincus qu'à la livraison, nous aurons ce que nous avons commandé. Seule recommandation aux entreprises, accélérer et entrer dans les délais car avec la saison pluvieuse qui s'annonce, les travaux champêtres pourraient occuper une bonne partie de la main-d'œuvre engagée sur les chantiers. En page culture, l'on vous dévoile donc un pan de l'histoire des forgerons chez les Yatsé, qui est la désignation du Napoko. C'est une reine appelée à régner sur le trône après le décès de son père. La cérémonie se passe dans la pure tradition de cette caste Napoko où le règne d'une femme. Cela nous est relaté par Issoufou Kaboré et Moussaki. Cérémonie du Napoko, ou le règne d'une femme chez les forgerons de Waïguya. L'événement se passe après le décès de Sab Naba Tigré. Devant la cour du défunt, les dignitaires se concertent. Les femmes sont assises à l'écart. Le fauteuil est vide. À l'intérieur de la maison, les patriarches de la caste des forgerons sont à huis clos, loin de tout regard. Tout est ici confié au Rassam Naba, l'un des ministres du roi de Yatenga. À la mort du chef, les rites doivent continuer. Nous faisons un choix parmi les filles du défunt. Cela pour faciliter la récupération du pouvoir après. 30 minutes de rencontre entre familles. Et la nouvelle Napoko de Forgeron, la fille aînée du défunt, se montre au public. Le Bendre lui rend hommage et lui rappelle le sens de son pouvoir. Les ministres du roi de Yatenga, la famille de Forgeron, les neveux et les nièces lui apportent leurs salutations. Le Napoko, c'est la tradition. Et nous sommes en train de montrer les valeurs de notre caste. Rien n'est fait au hasard. Tout se passe dans la pure tradition des forgerons. Les règles et les obligations sont rappelées au Napoko. Le Napoko, qui est la fille aînée du défunt Naba, doit être une femme sage. Sinon, le conseil fera appel à sa petite sœur. Une fois qu'elle prend le pouvoir, elle ne doit plus se rapprocher de son mari. Dans le temps, c'était obligatoire de raser la tête et le coiffer. Maintenant, avec ce qu'on appelle le modernisme, il y en a qui disent, bon, si vous ne voulez pas vous raser la tête, ben vous payez une certaine somme symbolique pour éviter ça. Tout s'accomplit devant elle. Mais pour le moment, elle n'a pas le droit à la parole. Après salutation, allégeance, le Napoko rejoint la maison de son défunt père. Son pouvoir vient d'être légitimé et maintenant, elle peut s'exprimer. J'ai besoin de l'appui de tous pour une bonne gestion. Je souhaite la paix, la santé pour tout le monde. De l'avis des dignitaires, le pouvoir du Napoko ne doit pas dépasser une année. Dans l'ombre, les prétendus candidats au trône se préparent. Mais en attendant, les Yarsi, les Gourmatiers et les Samo peuvent faire la cour au Napoko comme le veut la tradition ou le Rakiri. Et parlons du Covid-19 qui est toujours d'actualité au Burkina Faso. Dans le Sahel, c'est désormais la sensibilisation pour éviter de rallumer le foyer de la maladie dans la région. Le consortium Solidar Suisse et l'Union fraternelle des croyants de Dori offrent du matériel de protection aux différentes confessions religieuses.
d'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA, précision Albert Nébier Pinidiéniano. Le consortium Solidaire Suisse, l'Union fraternelle des croyants de Dori, remet ici de quoi prévenir la maladie à coronavirus aux différentes confessions religieuses de la ville de Dori. Des kakemonos, des panneaux de sensibilisation en langue locale, des dispositifs de lave-mains et des milliers de cache-nez sont offerts. Les prières ou autres rencontres dans ces communautés rassemblent beaucoup de personnes. Donc, dans ce contexte actuel où nos cibles rencontrent des problèmes, peuvent avoir des difficultés pour trouver du matériel pour la prévention, mais aussi pour la protection, ce geste entre en lice pour les aider à avoir des facilités et éviter la propagation, les protéger, mais aussi protéger ceux qui viennent dans ces différents milieux-là. Un geste louable selon les bénéficiaires qui, selon eux, va les permettre d'éviter la contagion de la maladie. Ce don est précieux en ce qu'il nous permettra de continuer à nous protéger, à prévenir donc, la contagion de cette maladie, le coronavirus. Au dit des responsables du consortium Solidaire Suisse UFC Dori, en plus des confessions religieuses de la ville de Dori, les forces de défense et de sécurité ainsi que d'autres structures ont bénéficié de l'aide du consortium dans le cadre de contrer la pandémie dans la région. Hors de chez nous, en France, les grands lieux culturels et touristiques rouvrent leurs portes sans public étranger. Le musée du Prado et le château de Versailles adaptent leurs conditions d'accueil. Le musée du Prado ouvre aujourd'hui à Madrid et l'exposition s'appelle « Se retrouver ». Tout un symbole après le confinement et le musée revient d'une façon inoubliable avec une exposition unique des 250 œuvres les plus remarquables de sa collection. C'est aujourd'hui aussi que le château de Versailles a rouvert ses portes après une fermeture inédite depuis celle de la déclaration de guerre en septembre 1939. Le confinement a mis à mal son modèle économique car 80% des 8 millions de visiteurs annuels venaient de l'étranger et seront absents. Justement, c'est une belle opportunité pour nos compatriotes de découvrir ou redécouvrir le patrimoine, y compris à proximité, parce qu'on ne se rend pas forcément compte que partout en France, il y a un patrimoine d'une richesse exceptionnelle, même si c'est moins connu que le château de Versailles ou le musée du Louvre. La chance dans cette période de crise, c'est que le palais du Roi Soleil pourra être redécouvert autrement et mieux en plus petits groupes. C'est donc le moment de réserver. Et puis des manifestations contre les inégalités raciales et les violences policières à l'échelle de la planète. Des manifestations qui ont lieu partout dans le monde pour dénoncer le racisme suite à la mort d'un noir américain au cours d'une interpellation policière aux États-Unis. En finir avec le racisme, un slogan brandi devant la Maison-Blanche par ces milliers de manifestants réunis à Washington pour rendre hommage à George Floyd et dénoncer les violences policières contre les Noirs américains. Un rassemblement pacifique, idem à New York, dans les cortèges, toutes les couleurs de peau réunies derrière une même cause. Malgré les risques sanitaires, les manifestants souhaitent être présents pour marquer l'histoire. Non au fascisme, pas de paix sans justice, peut-on lire sur les pancartes, et surtout, la vie des Noirs compte. Washington, New York, Chicago ou encore sur le Golden Gate Bridge à San Francisco, jamais la foule ne s'était autant réunie depuis le 25 mai, quand George Floyd est mort asphyxié dans une rue de Minneapolis, après avoir été plaqué au sol pendant près de 9 minutes par un policier agenouillé sur sa nuque. Une cérémonie d'hommage a eu lieu près de Fayetteville en Caroline du Nord, la région natale de George Floyd. Son cercueil doré devait être acheminé ce dimanche vers Houston au Texas, avant l'inhumation prévue demain. Et c'est la fin des actualités dans cette édition sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir reçus chez vous toute cette semaine. Excellente soirée et une très belle reprise de semaine pour demain.